Bon, ben, bonjour à tous et bienvenue à cette séance, la première séance de la Commission de la sécurité et du développement social depuis le retour des vacances, même si en ce moment, on se croirait encore en vacances avec la chaleur intense qui nous, euh, qui nous fait suffoquer finalement. Donc, je me présente Catherine Boileau, je suis présidente de la commission et puis je suis accompagnée de ma collègue Nancy Robichaud, Jennifer Garfat, Raïs Kibonge, membre de la commission. Je suis aussi accompagnée cette fois-ci de notre futur nouveau directeur c'est futur nouveau directeur du service de protection contre les incendies, M. Martin Primo. Juste à ma gauche, Caroline Proux, chef de division aux loisirs et vie communautaire. Prisca Gilbert, qui est conseillère principale au contenu. Et puis, Madame Doriane Larivière, notre chef d'orchestre, qui s'occupe de tout ce qui fonctionne ici pour que tout le monde puisse avoir les documents puis que la séance se déroule très bien. Je suis vraiment très, très bien accompagnée. Je suis contente de vous voir tous ici aujourd'hui. On a une grosse séance aujourd'hui. Nous allons parler de sécurité alimentaire, de médias communautaires aussi. Mais juste avant, j'aimerais revenir sur le bilan qu'on a fait le 29 juin dernier. Avant de faire le tour, j'aimerais remercier nos équipes d'avoir travaillé d'arrache-pied au succès de cet après-midi-là. Nous voulions nous rapprocher des gens, nous voulions que les organismes soient présents puis pouvoir discuter avec eux, montrer le travail accompli aussi jusqu'ici. On peut dire mission accomplie. C'est plus de 30 personnes qui se sont déplacées sans compter les fonctionnaires, sans compter les élus. Il y avait plus de 30 personnes qui se sont déplacés pour participer aux échanges et ils ont été très enrichissants de part et d'autre. J'aimerais d'ailleurs entendre les avis de mes collègues sur le bilan, comment ils ont trouvé, puis comment vous avez apprécié le premier bilan de la commission finalement. Donc, je ne sais pas si quelqu'un vous laisse lancer, vous l'avez un... Nancy? À brûle pour le point comme ça, n'étant pas préparée, là, mais dans le fond, moi, autant elle que les autres commissions, j'ai trouvé que c'était vraiment un moment privilégié où on pouvait justement, pour une fois, bien partager avec les différents intervenants, les citoyens qui se sont impliqués. Fait que, moi, j'ai trouvé ça super enrichissant comme rencontre. Là, fait que, à refaire. Plus souvent d'ailleurs. Oui, je suis d'accord, mais c'est quand même beaucoup de préparation, mais oui. Jennifer? Oui, d'accord avec ma collègue. Non, c'était vraiment bien fait pour une première. Donc, les suggestions pour l'année prochaine, peut-être on peut le discuter, mais j'ai rien pour l'instant. Les biscuits aussi. Raïs? Moi, j'ai bien aimé, là, même si je suis arrivé légèrement en retard à cause d'un conflit d'horaire, mais non seulement j'ai aimé que ça se fasse dans un milieu comme la caserne, justement, c'est bien, et je comparais aussi à ce qui se faisait avant dans les autres comités qui, avant, c'était sécurité, développement social, il y avait aussi interculturel et tout ça, et le fait que ce soit tous sous la commission, qu'on puisse échanger sur différents sujets, et qu'on voit comment est-ce qu'avant, c'était un peu comme, il y avait des comités, ils avaient des très bons PV, il y avait des comités que c'était presque secret là, pour les PV, mais là, on a comme un renouvellement, là où non seulement on a accès à tout, mais on peut discuter aussi une fois par année, une AGA et tout. Fait que le format, non seulement ça donne l'espoir pour la suite, mais aussi la façon dont on a eu des échanges, ça nous a permis aussi de voir certains angles morts et des sujets qu'on peut amener au plan d'action, fait que à refaire. Oui, tout à fait. Le compte-rendu sera déposé à la prochaine séance, ou en tout cas en même temps que la mise à jour de notre plan d'action au conseil municipal, donc à suivre. Donc, on irait tout de suite au premier point. On va aller voir le... Ça, c'est la société. OK. Merci. Donc, la lecture et le dépôt du procès verbal. Est-ce que vous avez lu le procès verbal numéro 3 du 1er juin? Oui? C'était conforme? Donc, il est approuvé.
L'adoption, non, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est bon. Vous avez vu l'ordre du jour aussi. Est-ce que vous étiez d'accord? Avez-vous des points à rajouter? Tout est beau? Donc, on adopte l'ordre du jour. C'est que là, dans le fond, on serait rendu au collectif en sécurité alimentaire, la sécurité alimentaire. Donc, on a un premier gros sujet, la sécurité alimentaire à Sherbrooke. C'est un sujet que je voulais aborder en commission parce que je trouve ça vraiment très, très important d'en discuter, de mettre en lumière aussi les besoins qu'on a ici à Sherbrooke. Et puis, j'avais envie de vous entendre. Donc, je laisserai peut-être Madame Proulx nous présenter. Oui, alors on a quelques invités et on est un peu à l'avance. Alors, on va peut-être avoir un petit moment d'ajustement. Alors, on est accompagné de 3 personnes aujourd'hui. D'abord, Patricia Sivigny, agente professionnelle en loisirs à la division loisirs communautaires, qui siège au collectif en sécurité alimentaire de Sherbrooke, et plusieurs représentants dans la salle du collectif en sécurité alimentaire, mais ils ont délégué 2 de leurs représentants, de leurs membres, pour venir vous parler aujourd'hui, plusieurs objectifs ciblés. Donc, on a Solange Rodrigue de la Fondation Roch-Guertin. Et dans quelques minutes, ici, Vincent Boutin, tu peux venir t'asseoir. Directeur général de la Grande Table, mais aujourd'hui, ils portent les 2 leur chapeau de membres du collectif en sécurité alimentaire de Sherbrooke. Donc, juste une petite minute d'ajustement pour les ordinateurs, puis on va vous présenter la présentation. C'est qui projette la présentation? Ce serait Patricia? Bon. Pour les gens dans la salle, il y a des verres d'eau, il y a du café, si vous avez besoin, là, gênez-vous pas. Oui, des rafraîchissements. Que ce document-là, on va pouvoir le projeter. Est-ce qu'on va le lire ou... Non, ben en fait, c'est juste parce que c'est public en ce moment. Fait que les gens à la maison, s'ils veulent regarder, ils ne verront pas le... Au pire, on peut le mettre en ligne. Est-ce qu'on peut faire ça, mettre des documents publics à côté de... Ah, c'est ça, il faut que ce soit partagé sur... Un écran. Faut fermer les micros.
Mais si tu en parles dans ta présentation, ça devrait être correct aussi. Il va juste avoir un long moment de silence. Ce ne sera pas bien long. La présentation va s'afficher à l'écran. On a des soucis techniques. Ah, c'est correct. Vous êtes prêts? Bon, ben bonjour. Fait que je peux y aller? Oui, merci. Ah. Le micro. Bon, voilà. Ah, là, on m'entend. Super. Donc, ben bonjour, je me présente, Vincent Boutin, je suis le directeur général de La Grande Table. Félicitations, Monsieur Primo, pour votre nomination. J'ai vu ça passer cette semaine. Donc, merci de l'opportunité de venir aujourd'hui avec ma collègue Solange Rodrigue, que je vais laisser se présenter pour parler de sécurité alimentaire et qu'est-ce qui se fait concrètement à Sherbrooke, qui est un secret bien gardé, disons-le, et méconnu. Bonjour, Solange Rodrigue, directrice générale de la Fondation Roque-Guertin. Donc, on vous a préalablement, en fait, remis un document dans lequel, là, merci à nos consoeurs là, d'avoir fait un excellent travail de recherche, de rédaction. Donc, vous avez vu un peu l'essentiel de ce qui se passait là, en sécurité alimentaire dans Sherbrooke. On avait envie aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin avec vous, avec l'été qu'on a eu. Et donc, voilà, on va y aller de ce pas.
Oui, effectivement. Donc, on va passer. Écoutez, je m'étais fié aux anciennes méthodes. Donc, ça se peut qu'on soit hors champ. Vous nous excuserez. On prenait pour acquis que le document avait été lu, qui était assez volumineux. Donc, on se disait qu'en 20 minutes, si on passait toutes les slides, on s'en sortirait pas, puis on n'irait pas dans le vif du sujet. Alors, on a retenu quelques éléments qui, selon nous, étaient marquants. Puis après ça, on abordera là, le document qu'on vous a soumis. Donc, si on va à la page, en fait, c'était ta partie historique. Voilà. Nous autres, on marche de même, on se complète non-stop, là, c'est rien d'énervant. Fait qu'en fait, on souhaitait vous dire que la concertation existe depuis 20 ans. 20 années que Sherbrooke travaille sur sa sécurité alimentaire de différentes façons. Ce qu'on souhaitait aborder avec vous plus précisément, c'est que depuis 2018, on s'est doté d'un cadre de fonctionnement, cadre qui a été, je ne sais pas si vous le saviez, mais présenté régionalement en Estrie. C'est François à l'époque avec Andréane qui l'avait présenté. Puis les autres MRC se sont beaucoup inspirés de ce cadre-là pour pouvoir se doter aussi de façon de fonctionner au niveau des termes de sécurité alimentaire, puisque vous savez que chaque MRC en a une dans son secteur. Donc, on souhaitait là, vous ramener ça, puis ça avait beaucoup influencé les travaux de tous et chacun, puis c'est là-dessus qu'on se base pour faire nos réflexions, nos choix et nos décisions au niveau des enjeux en sécurité alimentaire sur Sherbrooke. La table, si je vous envoie là, suite là, à la mission, merci beaucoup. Bien, en fait, cette concertation-là, elle est assez simple. L'idée, c'est de mettre des enjeux, des préoccupations avec les partenaires qui travaillent en sécurité alimentaire dans la ville de Sherbrooke, puis trouver les meilleurs moyens pour pouvoir enrayer, en fait, et régler au mieux stratégiquement les enjeux en sécurité alimentaire. C'est vraiment ça. Actuellement, le collectif en sécurité alimentaire est constitué de 16 partenaires. Ça vient, des fois c'est plus, des fois c'est moins en fonction des enjeux, en fonction des besoins qui ressortent. Puis, je vous dirais que cette table-là, son seul levier financier est en fait les plans d'action gouvernementaux PAGEP, PACSIS, ce genre de choses-là. Donc, c'est le levier financier que nous avons. Sinon, c'est à même les partenaires qui sont assis autour de la table qui choisissent d'injecter un budget d'opération à même leur propre mission. Donc, c'était le petit bout super important à préciser. Donc, une seconde. Oui. Pour le public, là, la table est composée de quels organismes? Parce que oui, très bonne question. Vous avez, Caroline, 2 pages plus loin, la table des partenaires. Donc, Grande Table, Moisson Estrie, Cuisine collective Le Blé d'Or, La Chaudronnée, le Centre intégré universitaire Lucius. Merci. La Fondation Roguertin, la Table de quartier Castaison, l'ISDC, le Commune Action Sainte-Jeanne d'Arc, Entreprendre Sherbrooke, la Rock Communauté, la Ville, bien entendu, le Baobab Café, l'Armée du Salut, le Club des petits déjeuners et Rêve nourricier. Merci. Donc, il y a plusieurs actions qui ont été réalisées au cours des dernières années qu'on peut aborder très, très brièvement. Là, si on avance un petit peu encore, bon, actions réalisées, notamment un projet à souligner, il y a eu l'achat d'un camion réfrigéré où les organismes communautaires ont mis leur argent ensemble pour doter Moisson Estrie d'un camion qui pourrait approvisionner l'ensemble des organismes communautaires. Si je peux bénéficier, oui. C'est là qu'est née l'idée d'aller récupérer les denrées dans les épiceries il y a quelques années. Là. C'est avec ce projet-là, donc tous les organismes de la ville de Sherbrooke avaient choisi de mettre le pot pour que ça fasse ça. Donc, c'est de là qu'est née l'idée. On va avancer de quelques diapositives. On va aller à celle de la recension des initiatives effectuées en 2015 par la concertation sherbrookoise de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. Encore, je pense que c'est la prochaine. Oui, bon. Donc, en 2015, il y a eu un inventaire de l'aide qui était sur l'ensemble du territoire de la ville de Sherbrooke. Et en dollars de 2015, on parlait des aides qui totalisaient 4,8 millions de dollars pour avoir aidé 20 000 personnes. Ce qu'on peut déjà vous dire, c'est qu'en dollars d'aujourd'hui, pour 4,8 millions, on est vraiment, vraiment, vraiment plus haut que ça. Et vous n'êtes pas surpris si on vous disait que la demande a explosé au cours des derniers mois. Et ce qu'on a fait cet été, en fait, on a demandé à nos partenaires qui sont ici de ressortir qu'est-ce qu'ils ont fait cet été et s'il y avait une statistique pertinente à remettre aux membres du conseil municipal, quelle serait-elle? Donc, je vais laisser Solange peut-être débuter avec la Fondation Roguertin. Oui. Je pense qu'elle connaît ça un petit peu plus que moi et je pourrais continuer par la suite. Oui, bien, en fait, on voulait vous parler de l'été parce que le tempo puis le momentum a changé. On a tous vu dans nos organisations une volée fulgurante, en fait, des problèmes et des demandes au niveau de la sécurité alimentaire. Ça nous a tous pris de court.
On savait que ça finirait par arriver pour toutes les raisons que vous connaissez, l'épicerie qui augmente. Vous faites tout votre marché. Là. Mais à ce point, on était étonnés. Alors, nous, on a passé l'été à faire des achats pour revisiter l'entrepôt, maximiser les denrées qu'on va acheter, augmenter le nombre de bénévoles. Nous, on est passé à la Fondation Roguertin. Moi, je suis là depuis 5 mois. Je suis arrivée au mois d'avril. Quand je suis arrivée, on faisait 10 dépannages de sécurité par mois. Dépannage de sécurité, c'est un intervenant, un travailleur social qui nous réfère un individu, une famille qui est en situation de détresse. Au mois d'août, on a dépassé 100. Peut-être le calcul, je ne veux pas, c'est 10 à 100 en un mois, différentes personnes référées par des intervenants, donc des professionnels du milieu. Si on regarde la table de quartier 4 saisons, on est exactement à la même place. Pamela nous disait qu'elle a toujours des demandes supplémentaires. Les gens sont très inquiets, n'ont pas de nourriture. La rentrée est préoccupante auprès des familles. Elle a même eu des demandes de dépannage en sécurité alimentaire de gens qui n'habitent pas le quartier. Puis ça, elle n'avait jamais vu ça parce que les gens sont vraiment très, très aux prises avec cette anxiété-là. Puis elle nous a donné un exemple en particulier puisque c'est ce qu'on avait demandé. Ils ont reçu un don de nourriture et elle a eu 65 familles qui ont fait la file de 9h30 le matin jusqu'à 13h30 l'après-midi pour pouvoir récupérer quelques trucs de nourriture à manger. Donc, on est là, on est à la soupe populaire, à faire ce genre d'initiative un peu spontanée pour désengorger ce malheur. Pamela disait que les gens habitent dans des appartements qui ne sont pas convenables, mais c'est ça ou rien. Alors, c'est un peu l'esprit. Puis du côté de Rêve Nourricier, ce qu'elle nous disait, qui était un peu quand même un baume sur le cœur dans tout ça, c'est qu'eux, ils ont réussi à implanter des jardins libre-service à plusieurs endroits, qu'ils ont réussi à donner des conférences, des ateliers. Ils ont enlevé du béton pour remettre en fait des jardins. Alors, de leur côté, ils ont eu, malgré la pluie, on est extrêmement productif de ce côté-là. Fait qu'on avait une bonne nouvelle aussi. Oui. Du côté de la grande table, donc nous, au cours de l'été, on était en préparation de l'automne qu'on anticipait. Puis juste pour vous donner une idée, on a été capable d'investir l'équivalent de 300 000 dans nos équipements, achat de nouveaux fours, plus grande capacité, une nouvelle plonge plus haute pour augmenter la production, nouvelle chambre de congélation pour produire plus de repas, recueillir plus de dons, parce qu'on savait que ce qu'on a évalué, nous, cette année, entre le 1er avril 2022 au 31 août 2022. Donc, il y a un an, les 4 premiers mois de l'année passée, c'était 16 807 repas qu'on a vendus au coût de 1 $. Cette année, pour la même période, c'est 23 000, presque 24 000. Fait que c'est 40 % d'augmentation en un an en termes de repas congelés. Et c'est des gens qui se qualifient sur preuve de revenus. Donc, ce n'est pas des gens qui sont dans des situations d'abus. C'est vraiment, on demande des preuves de revenus, soit avec cotisation, des gens qui sont sur l'assistance sociale. On voit vraiment une augmentation de ces demandes-là. Alors, c'est pour ça qu'on est en préparation, justement. Puis l'idée aussi, c'est de desservir l'ensemble des écoles de Sherbrooke un jour avec notre programme des petites boîtes à lunch. Alors, c'est pour ça qu'on se prépare. Et il y a aussi Moisson-Estrie qui ne pouvait pas être là, mais qui voulait quand même souligner, vous avez sûrement vu, je sais que le vélo est à la mode ces temps-ci, donc la livraison de dépannage alimentaire en vélo à assistance électrique, donc qui est un grand succès chez Moisson-Estrie cette année. Consolidation de certains partenariats, parce que souvent on peut avoir tendance que les organismes communautaires, l'aide vient essentiellement des milieux gouvernementaux, mais il y a beaucoup de démarches qui sont faites auprès des entreprises privées, notamment pour Moisson-Estrie, le Carrefour de l'Estrie, pour être capable de diversifier les sources de revenus. Et eux, de leur côté, en termes d'augmentation de dépannage, on parle de 26 % d'augmentation en un an par rapport aux demandes. Donc, c'est assez, comme vous pouvez voir, on est un secret bien gardé, la concertation. On est chacun dans notre coin. Certains organismes rayonnent peut-être plus que d'autres par leur mission, mais bref, on est l'ensemble à pied d'œuvre qui va de l'approvisionnement à nourrir des gens, à aider les gens à mieux se nourrir ou même aussi à développer des jardins communautaires. Donc, la lutte à l'insécurité alimentaire prend plusieurs formes. Et ce qui m'amène maintenant à pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous avons 2 grandes demandes. On n'a pas de demande financière à vous faire. Je vous rassure, on sait que les contextes peuvent être difficiles, mais tout d'abord, la concertation pour
augmenter le fait qu'on parle d'insécurité alimentaire, on a mis sur pied la première semaine de la sécurité alimentaire qui va avoir lieu dans la semaine en fait, les 4 et 5 octobre prochains à Sherbrooke. Il y aura plusieurs activités. Il va y avoir des panélistes qui vont être invités de différents horizons pour traiter la question de l'insécurité alimentaire sur toutes ses coutures. Et comme l'insécurité alimentaire n'est pas que d'un seul palier gouvernemental, alors on aimerait ça si vous pouviez venir dans ces journées-là finalement. Et on va terminer ça avec un cocktail chez l'Empreinte Cuisine Soignée, qui sont nos deux co-porte-parole, Daniel Charbonneau et Mélanie Alain, qui est d'ailleurs la chef à la Grande Table. Donc, une femme d'affaires qui a décidé de s'impliquer dans la communauté. C'est à le souligner. Donc, ça, c'est la première demande qu'on vous ferait. Et en terminant, un souhait plutôt général, c'est que lorsqu'il y a des questions qui sont relatives à l'insécurité alimentaire, que la Ville de Sherbrooke, que cette commission-ci fasse appel à l'expertise qui est très fine sur les questions d'insécurité alimentaire, comme je vous disais, qui font de l'approvisionnement, à développer des jardins communautaires, à nourrir des gens. Donc, on demande d'être une voix reconnue maintenant à la Ville de Sherbrooke pour l'ensemble de ces questions-là. Et s'il y a un plan d'action qui va être déposé pour le secteur communautaire, de faire partie justement de cette démarche-là, notamment pour le volet d'insécurité alimentaire. Merci beaucoup. Que vous aviez fini votre présentation. Bien, on ajouterait peut-être que dans le document, les statistiques datent de 2015. Ça a l'air loin, là, il n'y a rien d'autre. C'est comme s'il y avait eu un stop de fait. Et donc, tu sais, même sur Sherbrooke, on ne sait plus où on en est. C'est pour ça qu'on souhaitait vraiment vous déposer le document à côté, mais ça, c'est notre petite lecture à nous. Fait que c'est sûr que ce serait intéressant que Sherbrooke se dote d'une lecture plus grande où on serait preneur à ça, c'est certain. Effectivement. Merci. Merci beaucoup. Pour les questions. Oui, c'est ça. Est-ce que mes collègues ont des questions? Nancy? C'est pas tant toutes des questions que des commentaires, parce que je vais vous dire que quand j'ai lu, je me disais, mon Dieu, 20 ans, vous avez changé souvent de nom, mais ça, c'était une remarque. Je me dis tout le temps pour vous adapter, j'imagine, mais je ne savais pas, quand vous dites que vous étiez dans l'ombre, je ne savais pas qu'il y avait un collectif. Tu sais, je connaissais plusieurs des organismes, mais pas le collectif. Fait que merci d'être nous en faire la présentation. Puis, tu sais, vous avez nommé tantôt qu'on était les premiers. Bien, encore une fois, je dirais que Sherbrooke a été précurseur. Pas Sherbrooke la ville, mais les organismes de Sherbrooke, on ne prendra pas le mérite qui ne nous appartient pas à la ville, là, mais de partir des programmes puis des services dans le fond, puis qu'on serve de modèle après, tu sais, je trouve ça intéressant. Puis le regroupement, on dit tout le temps, ensemble, on va plus loin, puis tu sais, on voit que vous avez beaucoup développé les services depuis. Moi, je dois dire que les gens, souvent, ils pensent que c'est seulement les familles à faible revenu. Puis là, je ne parle pas seulement de la Grande Table de Roquegartin, mais c'est aussi des cuisines collectives. Moi, j'y ai participé dans mon jeune temps. Puis j'ai trouvé ça super intéressant d'apprendre à cuisiner, puis de pouvoir aller. Fait que je trouve ça vraiment intéressant parce que parfois, c'est occasionnel. C'est pas tout le temps. Les gens ne sont pas là toujours pour une vie. Fait que d'avoir des services qui permettent d'aller de façon occasionnelle, je trouvais ça bien intéressant. Puis on entend aussi beaucoup parler là, des déjeuners, des repas dans les écoles avec le gouvernement ces temps-ci. Fait que j'imagine que vous croisez les doigts pour que ça fonctionne, que ça vous aide. Parce que, tu sais, moi, j'ai entendu, mais je n'ai pas vu s'il y avait une finalité, une décision ou quelque chose qui avait été fait dans ce sens-là. Là. Il y a des démarches au provincial et au fédéral qui sont en cours. Là, le fédéral, il y a eu un remaniement ministériel. Ce sera avoir la position de la nouvelle ministre par rapport à ça. Mais une chose est sûre, quand on fait l'inventaire un peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'initiatives privés, semi-privés qui sont en place, que ce soit le club des petits déjeuners, la cantine pour tous, nous, la Grande Table aussi avec notre programme des petites boîtes à lunch qui est financé notamment par la Fondation Roquegartin et aussi Christian Vachon. Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place et un peu ce souhait-là que nous comprenons, c'est que le fait d'avoir une saine alimentation à l'école, c'est un des vecteurs de réussite académique et de persévérance scolaire, c'est prouvé. Mm-hmm. Alors, si au moins on peut développer ça, c'est sûr que je vais parler pour ma paroisse. Là, je comprends qu'un budget, il y a plusieurs éléments qui peuvent s'opposer et tout ça, mais c'est sûr que c'est un souhait que nous, on défend puis on partage. Donc, plus qu'on en parle, plus qu'on fait changer les mentalités et qu'on brise le tabou que ceux qui ne mangent pas, c'est parce qu'ils sont pauvres puis ils veulent être pauvres puis ils font par exprès. Quand on voit le visage jour après jour, on se rend compte que c'est des gens qui veulent s'en sortir, mais pour un paquet de raisons, des fois, une mauvaise passe ou un bagage familial fait que c'est plus difficile. Puis peut-être pour faire du pouce, ça fait plusieurs années que
et au fédéral et au provincial, on est quand même consulté pour savoir où ils s'en allaient avec ça. On a eu quelques rencontres, des focus group qu'ils ont fait pour voir de quelle façon, mais ça fait déjà quelques années qu'on est consulté. OK. Ben, merci en tout cas pour votre visite, pour votre présentation. Merci. Jennifer? J'ai pas de questions, plus une couple de commentaires. Bien sûr. Mais juste mon expérience à Lennoxville, je sais, il y a plusieurs gens avec les petits jardins et les maraîchers qui donnent leur surplus à l'aide communautaire pour la papote roulante. Mais cette année, avec toute la pluie et les problèmes avec insectes et maladies, il y a un maraîcher qui m'a dit comme pour ses courges cette année, il n'y a rien. Donc, il y a rien qu'il peut donner à eux autres. Donc, j'imagine pour vous autres, ça va être pareil. Tout à fait. Le coût des aliments est beaucoup plus cher. Il y a gelé au printemps. Moi, j'essaie d'avoir des pommes pour le panier de la rentrée à Compton. On fait affaire directement avec. C'est super cher parce que ça a gelé. Les patates, il y a trop plu. Alors, c'est super cher aussi. Fait que oui, ce que vous dites là est extrêmement vrai. Il faut falloir le prévoir aussi à venir. L'hiver va être difficile. Oui, oui. Aussi, je travaille avec un groupe qui fournissent les sacs à dos aux jeunes de Lennoxville et les environs. Et quand on a demandé aux professeurs s'ils ont une liste de rêves des articles qu'ils peuvent garder dans leur classe, ils ont dit, mais les boîtes de Baltown, parce qu'il y a plusieurs qui ne sont pas capables de manger le déjeuner le matin et il n'y a pas de comme sandwich à midi. Donc, oui, c'est vraiment inquiétant. Donc, mais merci pour tout ton travail et organisation. C'est pas juste nous, hein, c'est eux aussi qui font. Oui, c'est ça. Le collectif. On pointe les gens qui sont dans la salle. On voit que le sujet te touche vraiment beaucoup de santé émotive. Faïs? Merci, Madame la Présidente. Merci pour cette belle mise en contexte et justement de cette mise en lumière de tout ce que le collectif fait. J'ai des petites questions concernant le travail qui est fait. J'imagine que vu que toutes les ressources sont mises justement à essayer d'optimiser puis de maximiser la nourriture qu'on a pour donner aux différentes personnes, est-ce que vous avez une cartographie des besoins? J'ai entendu que justement on voit en termes de financement les besoins qui sont demandés et tout. Mais quand je parle de cartographie, c'est de voir socialement, est-ce qu'il y a des groupes qui sont plus demandants que d'autres? Par exemple, est-ce qu'on remarque qu'il y a une plus forte augmentation des familles ou des étudiants ou des populations d'origine immigrantes? Ou bien c'est plus comme, bon, on se concentre sur le service et vu qu'on n'a pas les ressources pour avoir cette cartographie-là, c'est pas mis à l'avant-plan? Très bonne question. Je pense pas qu'on a ça. Au niveau social, là, on a une documentation des services, on a une carte, comme on l'avait mis dans le PowerPoint, la démonstration des besoins, mais une carte sociale qui définit les populations, on n'a pas ça. Pour pouvoir voir, est-ce qu'il y a des populations qui sont plus impactées que d'autres? Non. En tout cas, pour nous, dans les écoles, c'est plus les directions d'école qui nous confirment que le visage de la pauvreté a changé. Des gens qui, l'année passée, avaient des lunchs équilibrés. Cette année, c'est moins le cas. Puis l'insécurité alimentaire, c'est pas juste de ne pas avoir de dîner. Moi, je dis toujours une tranche de pain au beurre de pinot. Ça existe, puis c'est pas un dîner. Donc, il y a aussi une espèce de modification de la teneur des repas des enfants. Puis c'est sûr que là, on parle du niveau scolaire, mais si on parlait avec François de pas l'immigration, mais de l'itinérance, lui pourrait peut-être aussi parler de comment le visage de l'itinérance a changé depuis quelques années et c'est quoi l'impact sur l'insécurité alimentaire. Donc, chacun, on a des données qui sont plus qualitatives, à mon avis, qu'une grande étude quantitative. Et dans le deuxième question, ça serait concernant justement, je vois c'est vraiment un très beau regroupement de plusieurs organismes qui chacun travaille sur la sécurité alimentaire à sa façon. En termes de partenariat, est-ce qu'il y a un organisme ou est-ce que le collectif a déjà entrepris des démarches ou a déjà eu des visées pour faire des partenariats un peu plus avec certains membres, on va dire puissants, là, comme l'UPA de l'Estrie ou certaines entreprises comme
Walmart, les grandes entreprises, les épiceries ici pour justement essayer d'éviter le gaspillage et aller chercher. J'ai entendu qu'il y avait comme eu certaines démarches déjà, mais c'est pas systématiquement fait. C'est toujours plus comme le, le gérant ou la personne qui va avoir bon cœur et dire, ah, vous savez, nous, tant qu'à jeter du stock, on peut déjà le convertir, le cuisiner. Puis, mais à plus large échelle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe ou bien est-ce que c'est pas encore dans les cartons? Ben, en fait, on a rencontré l'UPA Mhm. déjà à 2 reprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sherbrooke n'a pas beaucoup de fermes. Alors, on est avec Val-Saint-François au niveau du regroupement de l'UPA et on est à avoir dans une première amorce, c'est Moisson Estrie qui porte ce dossier-là, si on peut avoir un regroupement d'achat de viande pour que ce soit moins cher. Mais on n'est pas dans la gratuité, on n'est pas dans le don, on est dans l'achat local à petit prix ou à moindre coût. Puis ensuite de ça, pour ce qui est des grandes bannières ou des grandes chaînes, en fait, chaque collègue le fait à la pièce, puis une fois qu'un collègue est rentré, on ne peut plus y aller. OK. Donc, quand on avait acheté le camion pour faire la tournée des épiceries avec Moisson Estrie, c'est qu'on lui avait vraiment octroyé le mandat de lui faire le tour. Puis il va chez Walmart 3 fois par semaine, il va au Costco, et puis lui, il redistribue en fait à l'Estrie. Exact. Fait que c'est comme ça qu'on avait en 2012, 2015, décidé de le faire. La vraie affaire, c'est qu'il n'y en a presque plus dans les épiceries à aller chercher. OK. La tangente a changé. Vous avez remarqué, à l'épicerie, il y a des tablettes vides. Les épiceries reçoivent moins, donc ont moins à redonner parce qu'il y a moins à gaspiller, ce qui est une très bonne nouvelle en soi. Côté environnemental, puis au niveau de la richesse de la denrée. Mais pour nous, ben, ça fait de la denrée de moins. Donc, nous, on est dans une approche d'achat groupé, puis d'essayer de faire des achats plus globales, toute la gang ensemble. Mais c'est vraiment pas fructueux actuellement. Fait qu'on fait tous nos achats individuellement. Avec qui nous fait les meilleurs prix, en fait. Puis on essaie d'acheter le plus local possible. On est là. On est là, vraiment. Puis on s'aide entre nous. Là, Cercovie m'a donné le nom de quelqu'un avec qui il a fait affaire. Puis Vincent, puis on se passe. Puis, lui, il a des bons prix là-dessus. Mais ce serait tellement intéressant d'avoir quelque chose de macro qui nous permettrait de pouvoir. Ah oui, ce serait vraiment le fun. Puis surtout à frais de distributeur, là, Oui, vraiment. Puis ce qui m'amène à dire aussi que les organismes communautaires, il y a un préjugé des fois qu'on peut penser que c'est mal géré parce que c'est financé par le gouvernement et tout ça, mais en sécurité alimentaire, là, les organismes ont des budgets très serrés et donc ça force nécessairement à avoir les meilleurs, en tout cas d'être imaginatif, tenter d'avoir les meilleurs prix possibles. Mais la concertation, ma collègue l'a dit tout à l'heure au début, on est financé d'un plan gouvernemental à l'autre. Il n'y a pas de récurrence, alors on n'a pas de ressources ou peu qui pourraient prendre tout le monde puis se dire, bon, ben on fait un grand plan d'action d'approvisionnement. On le fait par tâche et tout ça, mais c'est un peu le fil conducteur qu'on aimerait un jour arriver, d'être capable de dégager des ressources à temps plein pour nous aider à faire ce travail-là. Il y en a qui sont dégagés du SUS, etc., mais il manque cette espèce de catalyseur-là pour nous permettre justement d'y arriver. Puis je préciserais peut-être que quand on doit travailler avec un plan gouvernemental, ils ont des cibles à atteindre. Donc, automatiquement, ils imposent leurs cibles, leur façon de faire. Donc, les mots novateurs, périn, ce genre on travaille en sécurité alimentaire. La pérennité, il n'y en aura jamais. Fait que c'est très difficile de pouvoir faire financer le réel besoin quand on travaille sur un plan comme le PAGEP, par exemple, où on doit beaucoup se coller à leurs cibles, qui ne sont pas les nôtres nécessairement. En tout cas, merci beaucoup. Puis je tiens encore à vous féliciter pour ce beau travail d'équipe. Et si je comprends bien, donc un certain appétit à voir si du côté de la ville, là, il peut avoir justement cette chaise-là à remplir en tant que connecteur là, pour certains besoins qui sont plus centralisés et plus. Mais Patricia est une très belle acquisition à la table, soit dit en passant. Là, donc, c'est là. Parfait. Merci beaucoup et bravo encore. Puis, quelques-unes, moi aussi. Vous ne savez pas tout poser mes questions, c'est bon. C'est toujours ça quand on passe en dernier. Merci tout d'abord d'être venu, d'avoir accepté l'invitation puis d'être venu nous voir pour nous parler de cet enjeu-là. On a appris quand même pas mal de choses. C'est sûr que vous allez pouvoir voir au niveau des gens à la maison, vous allez voir un petit peu la présentation. Nous, on a vu encore
plus profondément, mettons, la documentation. Je me demandais, au niveau de la table, est-ce que la table est un organisme admis ou c'est vraiment les organismes qui sont... Comment ça fonctionne? En fait, c'est pas un organisme enregistré, c'est pas un OBNL, c'est un collectif de partenaires avec un fiduciaire. Donc, non, ils ne sont pas un organisme admis. OK. Donc, je me demandais, en ce moment, la table, je vois que vous avez quand même quelques projets, mais je me demandais, tantôt, on parlait d'avoir à demander de l'aide, tout ça, tu sais, c'est pas évident pour les gens, tout ça. Puis je me demandais, est-ce que, là, je sais qu'on va me parler de la sécurisation des données, mais est-ce qu'une fois qu'une personne est entrée dans le système, si je peux dire ça, auprès d'un organisme qui est associé à votre table, est-ce qu'il y aurait un moyen, sans nécessairement partager les données financières, de dire, ben cette personne-là, on l'a évaluée, puis pour un laps de temps, moi, je pense que, tu sais, elle pourrait bénéficier de tous les services de tous ces organismes-là. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire? En fait, on le fait déjà entre nous. OK. C'est-à-dire que moi, à partir du moment, à titre d'exemple pour les paniers de la rentrée, à partir du moment où Moisson me réfère quelqu'un, je ne pose même pas une question. Quand un intervenant social du CIUS me fait une référence, je ne pose aucune question. On n'est plus là. Là. Il y a trop d'urgence, il y a trop de... si Vincent à la grande table m'envoie quelqu'un, je ne pose pas de questions. On est vraiment comme ça déjà entre nous parce que on dédoublait le travail pour rien là, depuis longtemps. Il n'y a pas de base commune pour la sécurisation des données, mais on s'est entre nous, on s'est fait des références, puis on a ces cartes vertes là, depuis longtemps. Je me demandais aussi, puis là, peut-être que Raïs va pouvoir avoir une partie de la réponse, mais tu sais, au niveau de, mettons, l'OMH, ceux qui habitent dans des logements subventionnés, est-ce qu'il y a moyen de dire, OK, ben toi, tu bénéficies déjà d'un service, ça veut dire que tu as peut-être besoin d'aide aussi, donc je ne vais pas te demander tes revenus ou est-ce qu'il y a quelque chose? Même chose de ce côté-là. En fait, les intervenants qui travaillent à l'OMH, fait que je vais vous donner un exemple pour Jeunesse de l'Homme, c'est Karine. Alors, Karine nous fait une référence, même affaire, passe go, puis on y va. C'est vraiment simple comme ça. Oui, on est en cheville depuis plusieurs années, là, tout le monde ensemble. C'est pas organismes. Non, pas tous les organismes, c'est pas partout comme ça. J'ai entendu de tous les... Oui, c'est ça. Je sais que chez Moisson, ils doivent quand même présenter en fait leur montant de revenus mensuel. Chez vous aussi, je pense. Fait que dans certains organismes, moi, je parlais évidemment pour la fondation, là, nous, on est comme ça, mais quand on se fait des références entre nous, d'habitude, vous Ben, quand on a des références, nous, c'est beaucoup soit des organisations ou des travailleuses sociales qui nous réfèrent à des personnes, là, donc, ou les institutions scolaires, cégep, université, on a aussi des ententes avec eux. Donc, du moment où du moment que la personne est référée, on présume qu'elle a accepté selon nos critères. Là, les abus, il n'y en a pas, puis on se partage. Maintenant, l'enjeu de centraliser les données, la réalité, c'est qu'on a des entités différentes avec des logiciels comptables, avec des logiciels de membership qui sont différents, puis un peu comme dans le milieu de la santé, là, essayer de mettre ça ensemble, ça serait très compliqué. Puis là, pour le moment, c'est pas une priorité dans la mesure où on est davantage dans répondre à nos sphères respectives. Là. Mais donc, on le fait informellement, mais c'est pas systématisé. OK. Pour quelqu'un qui nous écouterait, mettons, puis qui aurait besoin d'aide, c'est quoi la porte d'entrée? À quelle porte il doit frapper, mettons, qu'il aurait besoin d'aide? On a un site web de mémoire. Pardon? on souffle dans la salle champ d'action. Point. Je pense que vous pourriez peut-être aller au micro juste là. Okay. Les gens à la maison vont champ.d'action.org ou champ d'action, mais pas champ d'action sur google.org. On a une carte interactive où l'ensemble des services en aide alimentaire à Sherbrooke vont être indiqués. Là. Donc, champ-d'action.org, l'ensemble de l'information va être là-dessus. OK. Puis en ce moment, vous desservez probablement plus le centre de Sherbrooke ou est-ce que vous allez aussi en périphérie? C'est quoi où sont vos services? Moi, j'ai des demandes à la grandeur de la ville. Mon organisation à moi, là, au niveau de l'itinérance, ben, ça se passe plus au centre-ville. Je ne dis pas de bêtises, hein? Oui, c'est ça. Nous, on est surtout Mont-Bellevue-Fleurimont avec l'optique de se développer dans les autres arrondissements l'année prochaine.
Je vais regarder vite mes notes. Par rapport à la rentrée scolaire, j'imagine que vous faites des actions précises par rapport à ça ou qu'est-ce que vous mettez en place? Au niveau du collectif, on n'a pas pris d'initiative puisque respectivement, dans chacun de nos organismes, on est très actifs à ce moment-ci. Puis, il est peut-être important de savoir qu'au niveau du collectif, tantôt, on parlait de carte sociale, plan. Nous, on avait, en 2018, on avait fait un premier plan d'action où on avait identifié 9 champs de travail, puis on est en train de revoir, en fait, si ces 9 champs d'action-là sont encore à propos, puis donc un petit refresh de plan d'action. Fait qu'on on n'a pas ciblé précisément la rentrée scolaire. Vous vous douterez bien que nous, on a des paniers de la rentrée incessamment. Les collègues ont des boîtes à lunch à démarrer. On est vraiment là-dedans. Puis je vous dirais que le collectif travaille vraiment beaucoup sur la semaine de la sécurité alimentaire qu'on est venu vous présenter. Ça a l'air de rien, mais partir une semaine qu'on veut qu'ils reviennent à chaque année, c'est de l'ouvrage. Alors, on est beaucoup, le collectif travaille plus à cet effet-là en ce moment. Puis c'est vraiment dans une optique de sensibilisation, puis on veut que ça revienne année après année. Donc, oui, mais effectivement, on a fait beaucoup d'entrevues télé et radio sur la rentrée scolaire, tous et chacun respectivement, là, dans les dernières semaines. OK. Moi, ça allait pour mes questions. Là, dans le fond, le sommaire décisionnel, est-ce que il y avait quelque chose à adopter par rapport à ça? Non? OK. Bon, ben, en fait, j'ai pris bonne note de votre demande Merci. de faire partie des Oui, des membres quand on allait parler de communauté, d'organismes, tout ça. Donc, c'est pris en note. Puis j'ai aussi pris en note, puis je pourrais le dire au public aussi, parce que ça ne concerne pas juste les élus, mais je pense que vos activités du 4-5 octobre, il y a des ateliers qui sont ouverts au public. Ouais. Absolument. Vous pourriez profiter de la tribune peut-être pour expliquer un petit peu le 4-5. Moi, j'ai fait un print screen de votre page, là, mais Je vais inviter Joël, qui est notre ben oui. Ouvert ici. Qui est notre responsable. responsable. T'appuies dessus. Ça devient bleu. Est-ce que la base est bleue? Déjà bleu. Ah, OK. parfait. Bonjour, Joëlle Latour, justement du collectif plus à la coordination. Donc, dans le fond, c'est ça pour le 4 et 5 octobre. Donc, le 4 octobre, ça va vraiment être une journée ouverte à tous, au grand public, de conférences et de panels, notamment pour parler de ce que font nos beaux organismes, mais aussi parler plus de sécurité alimentaire en général et se poser des questions tous ensemble. Ça se passe où? Fait que ça va se passer à la coop funéraire. Ça va être en après-midi et en soirée. Il va aussi avoir un petit tanka pour ceux qui ont envie de rester entre les deux morceaux pour discuter ensemble. Fait que ça va être vraiment plus, disons, c'est ça, comme conférence, panel, présentation en mode écoute. Mais sinon, le lendemain, donc le 5 octobre, là, ça va être une journée d'atelier. Fait que atelier de co-création d'un plan d'action commun, fait que entre tous les partenaires de la sécurité alimentaire. Fait qu'on a ouvert à plus large que le collectif. En fait, on a vraiment ouvert à tous les partenaires de la sécurité alimentaire. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on aimerait beaucoup que vous soyez là. Parce que ça va être vraiment l'occasion d'échanger tout le monde ensemble. Fait que le matin, ça va être de réfléchir à c'est quoi les enjeux actuels. Puis l'après-midi, ça va être vraiment de concrétiser ça en plan d'action, tous ensemble. Puis le 5 à 7, en fait, si jamais vous n'avez pas le temps de venir à la journée, il va y avoir un résumé de ce qui va s'être passé pendant la journée. Et ça va être aussi l'occasion de festoyer tout le monde ensemble, le travail que font les organismes. Et aussi, c'est ça, on va avoir une belle murale qui va être comme notre captation, facilitation graphique de la journée. Fait que ça aussi, ça va être super intéressant à voir. Excellent. Donc, si on veut voir tous les détails sur le site web de... Oui, c'est sur le site web de Champ d'Action. On a aussi une page Facebook qui a été lancée hier. On a une billetterie en ligne pour la journée, la première journée. Puis pour la deuxième journée, en fait, vous allez recevoir une invitation sous peu si ce n'est pas déjà fait dans votre boîte courriel. Excellent. Mais merci beaucoup d'être venu. Puis, bon retour ou restez avec nous à l'air climatisé. On est bien ici. Merci beaucoup. Merci. On passera au prochain point.
Ce serait poursuite de l'engagement VADA et composition du comité de pilotage. Madame Proulx? Oui, alors je suis accompagnée de Émilie Durocher, agente professionnelle en loisirs à la division loisirs et vie communautaire. Dans le fond, on a présenté au printemps à cette commission le bilan 2022 et la mise à jour 2023 du plan d'action en accessibilité universelle. Et lors du cheminement au comité exécutif, il nous a été demandé de formaliser, dans le fond, la présidence du comité Ville Amie des aînés, VADA. Donc, vous participiez déjà, Mme Boileau, aux travaux, vous étiez informés, mais on profite de l'occasion aujourd'hui pour formaliser le tout. Puis, on n'a pas de présentation, mais on va quand même vous parler de la transition du comité VADA, sa composition. Alors, Émilie? Oui, bonjour. En fait, c'est ça. Effectivement, ce que Caroline mentionne aujourd'hui, on vient vous parler de la composition VADA. En gros, pour vous mettre en contexte, là, pour ceux qui écoutent, c'est quoi l'accréditation MADA? Parce que c'est l'essence même des actions qu'on fait. L'accréditation MADA, c'est décerné par l'Organisation mondiale de la santé. C'est une reconnaissance, en fait, attribuée aux municipalités qui s'engagent à améliorer la qualité de vie de leur population aînée en favorisant justement des environnements où ils peuvent augmenter leur participation sociale, augmenter leur qualité de vie aussi et leur vieillissement actif. Donc, au Québec, c'est le secrétariat des aînés, enfants issus du ministère de la Santé et des Services sociaux qui attribue cette accréditation-là. Cette accréditation-là, elle est donnée sous forme d'entente, en fait. L'entente actuelle, elle est de 2021 à 2023. Elle se termine au mois d'octobre cette année. Donc, puis en parlant de ça, sous peu, vous allez voir passer, en fait, il y a présentement un appel à projet là, pour justement soumettre un projet pour poursuivre notre accréditation 2024-2025. Donc, ça s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, pour ce qui est de la composition du comité de pilotage, en fait, avant ça, je vais aussi vous mettre en contexte. Le dossier VADA, en fait, est inclus dans le dossier accessibilité universelle. Donc, toutes les actions qui sont prises par Ville Amie des aînés se retrouvent dans le plan d'action 2022-2024 du plan d'action en accessibilité universelle. Bon, maintenant, pour ce qui est pour la reddition de compte, parce que ça nous a été demandé, mais aussi pour la prochaine entente, le secrétariat aux aînés souhaite, dans le fond, qu'on puisse établir, en fait, entériner notre engagement au niveau de nos efforts VADA, ainsi que de définir notre composition VADA. Donc, on ne le fait pas pour rien. De toute façon, on était pour le faire dans le but de cette entente, cette prochaine entente-là. Donc, les exigences du secrétariat aux aînés, c'est d'avoir un comité de pilotage, VADA, qui est composé d'un élu, d'organismes, de partenaires et de personnes nominées. Ça peut être aussi des citoyens. Donc, comme vous le savez, depuis les dernières élections, nous n'avons plus de comité politique proprement dit. Donc, ce que nous avons fait, comme Caroline le mentionne, c'est que nous avons maintenu au courant Catherine Boileau, qui est la présidente de la commission auquel se réfère le dossier. Donc, nous l'invitons aux rencontres VADA, puis nous lui partageons en fait les suivis là, du comité. Donc, c'est comme ça qu'on propose en fait de poursuivre au niveau de la composition avec l'élu. Pour ce qui est des personnes nominées, nous avons vérifié avec le secrétariat aux aînés, en fait, puisque maintenant, notre structure, en fait, va évoluer vers le secrétariat à la participation citoyenne. On va avoir des citoyens qui vont y être. Donc, on va alimenter nos actions avec ce qui va se dire là, dans ces comités-là, dans ces conseils-là, en fait. Et ça, c'est à venir. On ne sait pas encore comment ça se dessine, vous le savez, ça s'en vient. Donc, ça va pour le comité, pour le secrétariat aux aînés. Ça leur fait, en fait, ils sont au courant qu'on doit, on a notre structure à nous. Pour ce qui est des personnes nominées, en fait, depuis 2022, nous nous sommes rapprochés de la concertation aînée de Sherbrooke. Il s'agit en fait d'un collectif là, de plusieurs organismes
qui desservent les besoins des aînés. Et puis, dans le fond, sont présents le CIUS, le Centre de recherche sur le vieillissement, entre autres, donc d'autres partenaires comme l'OMH. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que notre structure de comité de pilotage VADA sollicitait, en fait, les mêmes personnes que le comité, la concertation aînée, en fait, de Sherbrooke. Donc, et puis, la concertation a des objectifs qui chevauchent ceux du comité. En fait, mis à part le volet santé qui vont un petit peu plus loin, les autres volets sont tous les mêmes que Sherbrooke Ville Amie des aînés. Donc, ce qui fait que, puis en fait aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nos actions sont similaires. Les actions à prioriser dans les deux structures, en fait, sont les mêmes parfois. Donc, ce qu'on veut, c'est en fait se rapprocher d'eux et puis permettre, dans le fond, à la concertation de faire partie des rencontres VADA. Donc, ce qui vient un peu modifier la composition, en fait, ce qu'on aimerait dans la future composition, c'est de ne pas nominer des personnes, mais plutôt des regroupements, donc le regroupement, la concertation aînée de Sherbrooke. Donc, tous ces membres vont pouvoir participer aux rencontres VADA, ainsi que tout autre organisme qui sont en lien avec les sujets ou les thématiques qui vont être abordés durant nos rencontres. Puis, on poursuivrait avec l'invitation à Catherine Boileau pour justement finaliser notre composition qui serait optimale. De mon côté, j'ai vérifié avec le secrétariat aux aînés par 2 reprises, en janvier et en juillet. Puis, notre orientation est favorable. En fait, la réponse est favorable. Ils trouvent que notre approche est constructive, collaboratrice, puis on va mettre en commun davantage nos connaissances du milieu pour avoir des actions encore plus porteuses. Donc, pour eux, ce n'est pas une problématique. Ça fait pas mal tout ce que je voulais dire. Avez-vous des questions? Vous avez des questions? Bien, juste un commentaire. La seule question que j'avais, c'est est-ce que notre nouvelle structure qui n'est pas celle du bailleur leur convenait, mais finalement, vous avez répondu parce que c'est tout le temps ça, ils exigent des structures pour soumettre les redditions de comptes et tout. Puis là, on dit, ben nous, c'est pas ça que ça fit, mais il faut juste que ça corresponde quand même à ce qu'ils désirent. Là. Fait que parfait. Jennifer? Raïs? C'est une question? Même de questions pour moi, Madame la Présidente. Ben, effectivement, j'ai assisté à quelques rencontres au début de mon mandat. Après ça, j'ai été un petit peu occupée, mais là, c'est sûr que si je suis mandatée à y aller, je vais dégager mon agenda pour pouvoir aller à vos rencontres, là, si le sommaire décisionnel est accepté et que j'ai la permission de siéger sur un comité. Ça me fera plaisir de vous accompagner. Tout à fait. Donc, là, j'imagine qu'il faut approuver ce sommaire décisionnel-là pour que ça puisse monter au CM. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Raïs? Donc, à l'unanimité. Merci beaucoup. Catherine, je viens de penser, si tu n'es pas capable d'aller, est-ce que tu peux, oui, faire comme est-ce qu'il faut le noter au sommaire décisionnel ou ça peut être ça d'emblée? On pourrait mettre une proposition. Quelqu'un de la commission, si jamais. Quelqu'un de la commission qui se porte volontaire peut s'y aller comme ça. Ça donne une marge de manœuvre. Question qui serait appuyée. Moi, je l'appuierais. On est d'accord. Bon. Bonne idée. Bonne idée. Puis de toute façon, les suivis vont être parvenus de toute façon, là, compte rendu et choses. Merci. Est-ce que Doriane, tu as tout ce qu'il te faut? C'est beau, fait qu'on passera au prochain point. Donc, les médias communautaires. C'est un dossier chaud de l'heure. Donc, je laisserai peut-être Mme Proulx nous expliquer un petit peu. En fait, c'est pas une présentation, mais une période d'échange avec les organismes communautaires admis en médias communautaires qui ont été invités. Alors, je vous invite à prendre place autour, comme ça, vous aurez un micro, puis on va bien vous entendre là, pour la parole. Alors, on a... C'est combien de temps par... On avait prévu à peu près 45 minutes d'échange au total. Mettons, là, on a combien de personnes? On en a 4? 4 des médias, c'est ça? Monsieur Wright aussi? 5. Oui, on est 5. Donc, je peux vous les présenter. Oui, bien en fait, je disais juste compter le temps, si on a 45 minutes.
Et on a une période de Là, temps de je combien? pense qu'on pourrait aller à 50 là, si vous voulez faire un chiffron, là, 8 à 10 minutes par. OK. Ou 5 minutes, puis après ça, plus un échange entre les journaux aussi, là, selon ce qui est nommé. Des fois, ça peut susciter d'autres questions ou d'autres échanges. OK. Bon, on pourrait dire, mettons, 5 minutes comme chacun Oui. au départ, puis après ça, il y aura un échange avec les. Oui. Ça vous convient? Juste peut-être vous nommer puis nommer le média que vous représentez parce que je ne vous connais pas tous. Donc, maintenant, vous commencerez par où, madame? Correct? Vous m'entendez? Bon, OK. C'est ça, Journal communautaire Regard. On dessert principalement le district, le quartier d'Ascot. Est-ce que dans le fond, tout le monde se présente, puis après ça, OK, tout le monde se présente. OK. Bonjour, Alain Béliveau, président du journal communautaire L'Info de Saint-Élie. On représente le secteur Saint-Élie. Nancy Mongeau, je suis directrice du journal de rue de Sherbrooke. Oui. I'll try it in French. OK. C'est moi, c'est le président et le publisher de The Township Sun. Maintenant, c'est de 50 années si nous sommes en service. Et je travaille, je suis un publisher pour 23 ans. Nous avons le dernier magazine à Québec non-profit en anglais. So. Oh, David Wright. Sandra Côté, rédactrice en chef du journal Ici Brompton, pour Brompton. Excellent. Donc, j'ai demandé à Jennifer, dans le fond, de. Quelqu'un qui se vient de dire. J'ai demandé à Jennifer, dans le fond, de traduire monsieur quand il va pouvoir parler, il va pouvoir s'exprimer plus facilement en anglais. Donc, Jennifer va nous traduire après pour le bénéfice de tout le monde, mais comme ça, monsieur va pouvoir s'exprimer. Donc, on fait comme. Le micro et le haut-parleur. Ici, le fermé. Petit pépin technique. OK, donc on pourrait peut-être commencer par vous, madame. Vous pourrez nous expliquer un petit peu votre journal, le nombre de personnes. Parce que dans le fond, on avait une présentation, je ne sais pas si on l'affiche ou. Ah, c'était juste pour. OK. Donc, peut-être nous dire rapidement pour le nombre de fois que vous avez des parutions, le type de médias, la population que vous rejoignez, puis peut-être 2 enjeux que vous voudriez souligner maintenant. D'accord. Bon, premièrement, c'est ça, le journal Regard existe depuis 2005. Cette année, on a doublé le tirage. On est passé de 4 950 exemplaires à 10 200. Puis, on a changé complètement le format. Je veux dire, c'est vraiment format tabloïd en couleur. Puis, on est essentiellement distribué par Publisac, sauf que le premier numéro de l'année, on l'a transmis par la poste. Et le dernier numéro, on vise à faire la même chose parce qu'on se dit que c'est certainement mieux pour s'assurer que les gens le lisent parce qu'ils le reçoivent directement à la porte. Fait que l'enjeu ici, évidemment, c'est une question d'argent parce que par la poste, c'est plus que 3 fois le coût du Publisac. Fait qu'il y a ça. Qu'est-ce que vous avez demandé? Moi, là, je ne suis pas habituée dans des instances aussi formelles. Non, mais soyez bien là. OK. Ben, c'est ça. Nous, c'est ça qu'on couvre. On essaie de couvrir on couvre essentiellement l'actualité, ce qui se passe dans le quartier d'Ascot, les organismes communautaires, les différentes activités, mais plus large aussi de ce qui se passe à Sherbrooke, qui touche la communauté d'Ascot et un peu des environs, parce qu'on déborde quand même d'Ascot pour la distribution. Cette année, on a décidé qu'à chaque numéro, en plus des chroniques régulières et des actualités, tout ça, on fait des dossiers thématiques. Comme celui qui va sortir en fin de semaine, notre dossier thématique, c'était réfugiés et demandeurs d'asile. On sait que, par exemple, à Ascot, il y a des communautés culturelles qui sont très présentes. Il y en a un plus fort pourcentage que la moyenne dans Sherbrooke.
On a fait un numéro précédent sur l'environnement. On en a fait un avec sur la jeunesse. On a eu une collaboration des jeunes de l'école Jean 23, une école primaire, qui ont écrit pour le journal. Fait qu'à chaque parution, qui sont au nombre de 6 par année, on tente de couvrir, d'aller un petit peu plus loin sur certaines thématiques. Bientôt, en tout cas, c'est prévu au début novembre, on va aussi avoir un site web, ce qui va permettre éventuellement une diffusion plus large. Puis on a également une page Facebook pour faire connaître plus les activités, les actualités. On a vraiment beaucoup, on n'a pas de difficulté à avoir des collaborations pour écrire dans le journal. C'est plutôt le contraire parce que auparavant, il y avait plus 16, 20 pages, occasionnellement 24, puis là, on est rendu à 28 tout le temps. Ça fait 3 parutions de suite. Puis le problème, bien, encore là, si vous voulez que je vous nomme les 2 enjeux principaux, bien évidemment, comme pour bien d'autres organismes, c'est le financement. Notre financement récurrent qui vient du ministère de la Culture et de la Communication couvre seulement la production du journal. Il ne couvre pas de ressources humaines du tout. On a beaucoup de bénévolat, mais on s'est aperçu que ça prend quand même quelqu'un pour coordonner le tout parce que à cause de ça, dans le passé, il y a eu des documents perdus, il y a eu différents problèmes. C'est pas facile de suivre la comptabilité non plus, tout ça, quand c'est réparti entre plusieurs bénévoles. Fait que notre principal enjeu, ce serait ça. Comme je disais, on n'a pas de difficulté à mobiliser des bénévoles, tant pour la distribution, la correction, révision de texte, l'écriture, tout ça. C'est peut-être au niveau du conseil d'administration qu'il y a un enjeu de... On a 5 membres sur 7 présentement, puis ils sont extrêmement actifs, mais les gens ne vont pas rester là pour toujours. Là. Fait que là, c'est un petit peu l'enjeu de voir comment, à l'instar de bien d'autres organismes, là, parce qu'on a vraiment quand même une belle vie démocratique. On a eu beaucoup de monde à notre dernière Assemblée générale. On n'a pas de problème de ce côté-là. Fait que les 2 enjeux principaux, évidemment le financement, puis je dirais peut-être la pérennité, assurer que le CA va être renouvelé vraiment assez facilement, je dirais. C'est pas mal ça. Merci beaucoup. À vous, monsieur. Bonjour. Moi, je représente le journal L'Info de Saint-Élie, le journal communautaire. Il existe depuis 1986. On est dans notre 38e année ou quelque chose comme non, 86 à 2023, c'est 35 ans et plus de fait. On a 10 parutions par année, 5000 copies qui sont distribuées à nos citoyens. On les fait par la poste pour s'assurer que ça fait partie de notre enjeu à nous. Dans le journal, c'est de l'information qu'on veut donner à nos citoyens, même la parole aussi à nos citoyens lorsqu'ils veulent communiquer quelque chose. C'est sûr que c'est vérifié avant pour être sûr que ça a un besoin pour notre communauté. On laisse aussi soin à tous nos organismes locaux de se présenter. Je parle des scouts, je parle de la FADOC. Tous ces organismes-là peuvent participer. D'ailleurs, ils ont une place de réservée pour eux à chaque parution. Et il n'y a pas de journalisme, il n'y a pas d'actualité journalistique. Par contre, c'est des chroniques. Les gens ont le droit de présenter des chroniques et nous, lorsqu'on les reçoit, on les valide et on peut les publier. Et le but, c'est toujours, encore une fois, de donner de l'information de proximité à nos citoyens. On a la même chose que madame, on a des subventions du ministère de la Culture. On a aussi une subvention de la ville de Sherbrooke. Et nous, notre mission, c'est de toujours être capable de distribuer gratuitement notre journal à notre communauté. Puis, est-ce que les organismes de votre district, le Saint-Élie, est-ce qu'ils peuvent publier gratuitement ou vous êtes comment? C'est gratuit pour tous les organismes de notre communauté, oui. Ici à Ascot, est-ce que les organismes peuvent publier gratuitement dans votre journal ou il y a un frais d'un membership ou comment? Il n'y a pas de frais de membership. Les organismes, on présente soit nous, on présente des organismes ou les organismes se présentent eux-mêmes. Le seul frais qu'il pourrait y avoir pour les organismes, c'est vraiment une publicité, je veux dire, une grosse activité, là, tout ça pour lequel ils ont reçu un financement, tout ça. Là, on voit ça comme de la publicité, mais sinon, les activités des organismes, c'est couvert gratuitement. Donc, c'est une belle fenêtre sur les organismes de votre communauté. Exact. Puis, pour le journal de rue? Le journal de rue est un peu différent des autres médias.
Oh, je fais la caméraman en même temps. Bonjour. Le journal de rue est dans une case à part parce que nous, notre mission, c'est vraiment la lutte contre la pauvreté puis l'exclusion sociale. Tu sais, oui, le journal est super important. S'il n'y avait pas de journal, il n'y aurait pas de camelot, il n'y aurait pas de gens qui participeraient à nos activités, mais c'est vraiment indissociable la production et la distribution du journal de notre mission, qui est d'aider des gens qui vivent de la pauvreté à se réinsérer socialement. Je ne suis même plus dans le cadre. Je vais me permettre de remettre ça comme il faut, OK? OK, bon. Donc, c'est ça. C'est vraiment pour aider ces gens-là qui vivent de la pauvreté à se réinsérer socialement, à aller chercher un petit revenu d'appoint, puis aux gens, là, à la population, aux organismes, d'écrire bénévolement dans un journal communautaire. Nos enjeux ressemblent beaucoup aux enjeux de mes homologues. C'est certain que le financement à la mission, c'est super difficile. N'importe quel organisme communautaire vous dirait la même chose, je pense. Le financement à la mission est extrêmement difficile. Le journal de rue, lui, n'a pas de financement du ministère de la Culture parce que malheureusement, à cause de notre mission particulière, justement, on n'est pas reconnu comme un média communautaire au Québec. Le gouvernement du Canada nous offre un petit quelque chose, mais tu sais, c'est des petites tapes dans le dos, là. Continuez, c'est bon ce que vous faites, mais c'est pas assez. Fait que nous, on vend le journal à nos camelots qui le revendent dans la rue aux gens. On utilise aussi le Publisac, comme les autres journaux, pour écouler nos invendus, pour valoriser le travail de nos bénévoles et les gens qui nous achètent de la publicité, parce que ça, c'est un autre moyen de financement du journal de rue, la vente de publicité. On a des membres aussi, avec le membrariat. Les dons qu'on reçoit nous permettent là, de boucler la ceinture au niveau du financement. Puis vous trois, est-ce que vous avez un local pour pouvoir pratiquer vos activités ou c'est sur le coin de la table dans une cuisine? Comment ça fonctionne? Le journal de rue a la chance d'avoir un partenaire qui est la Chaudronnerie de l'Estrie. Donc, c'est eux qui nous hébergent. Nous, on n'a pas de local. C'est quelque chose qu'on vise à avoir éventuellement pour être dans le quartier, pour s'implanter plus encore dans le quartier, mais non, on travaille à... En fait, moi, je suis employée, je suis directrice, je travaille 3 jours semaine, mais je travaille à la maison. Mais où je veux travailler, je vais comme au Café Baobab dans le quartier, on peut aller un petit peu partout, au bureau d'arrondissement, on a quand même des possibilités. On n'a pas de local à notre nom. Nous, c'est l'imprimeur qui nous fournit un espace parce qu'on a 4 postes informatiques et lorsqu'on a la rédaction à faire, bien, ils se réunissent ensemble pour faire le montage, la vérification, la correction. Alors, on a un endroit pour ça, mais c'est une partie infime là, de nos coûts, là. Mais c'est l'imprimeur qui nous fournit l'espace. Do you want to just talk in English and I'll translate for you? Or I can summarize. And Don't mind. no. It's perfect. So what are we, same as that, we print 9 par année with 9 times a year, 24 pages par issue. Nous avons une magazine, c'est parle in newspaper, in record, comme ça. Et sur les in electronic version. Do it in English. It's okay. In the You can speak in English. Okay. Well, I'm trying to. And we also do it in e-version too, which we started 2 years ago. We represent the canton, the whole canton. We had over our existence, we have over 600 writers. For example, we had over 50 writers. We've gone into schools, and we had contests, young voices, and we have a presentation every year who wins, and it goes to the French schools and English schools. We also won an award to teach journalism into French schools and English schools. We won this about 10 years ago. We're in the process of really getting it into schools now. So it gives a good idea how to start a school newspaper. In fact, I started the first school newspaper recognized by Canadian journalism in Chateauguay. So, and we get recognized by them. So we're starting to do the same thing here in the French schools and English schools. So we're not just journalism, we're just not this. We sell it for $2.50 each. And we're putting the price up in February because you know what the cost is. We're also funded by the Ministry of Culture. And
Canadian heritage. And we want to thank the city of Sherbrooke for recognizing us 2 years ago. And we get money, we get our small amount from the city of Sherbrooke. What we would like to get from the city of Sherbrooke is more info, especially on our Facebook page, because we started this up about a year ago, and we've had a lot of feedback from the cities, Magog especially, other places, lots of feedback. And then out of that, we get ads. It comes into museums, and that give us money for ads and to keep us self. And we print in Sherbrooke. We print in Lennoxville at Blanchard's. We could do it cheaper in Montreal, but I want it, me personally, it's all here, and for everybody. So that's about it. If you have any questions. I think your range is larger than just Sherbrooke, right? Because it's really the townships. Townships, that's why I said Sherbrooke, but we concentrate on Sherbrooke. We want more from Sherbrooke. That's why I'm here, sort of thing. And since we've been recognized by Sherbrooke 2 years ago, and our office is in Lennoxville on College Street, so that's the reason why I'm here. Anyway, I want to just show a face, and we're here for everybody, So. Do you have a place to work? Do you have a place to work, or you do it in your kitchen? No, we have an office on College Street at the township was building. We have an office there to give us a good price, and then we have a boardroom, and and then we do it in kitchens too. Yes. OK, je vais faire une sommaire, mais ça se peut que je vais manquer quelques aspects. Donc, le Township Sun, c'est plus une revue. C'est publié 9 fois par année. Il y a une version électronique présentement. Et je peux dire aussi que c'est le 50e anniversaire pour le Township Sun cette année. Durant les années, ils ont eu comme 600 personnes qui écrivent pour eux autres. Il y a un concours qui s'appelle les Voix jeunes. C'est pour les étudiants francophones et anglophones. C'est comme un concours d'écriture, mais c'est d'art aussi, parce qu'il y avait les peintres, comme il y a les jeunes qui ont fait les peintres, et il y avait les photos aussi. Oui. Maintenant, il le vend à 2,50 $ chacun, mais au mois de février, les prix vont augmenter à cause des les coûts pour l'imprimer et pour le papier et tout ça. Ils sont subventionnés par le fédéral, ministère de la Culture, et provincial aussi, ministère d'Héritage, et la ville de Sherbrooke, parce qu'il y a 2 ans, la ville a reconnu le travail de Township Sun. Et comme le Township Sun, c'est vraiment plus comme les cantons de l'Est. Mais sur leur page Facebook, ils font la publicité pour les activités à Sherbrooke aussi, parce qu'il y a plusieurs gens dans les cantons de l'Est qui font des activités et ou sont dans les groupes les organismes de Sherbrooke et les environs. Et je pense que David a apporté une copie juste pour montrer à tout le monde. Donc, avant que tu parles. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Non, c'est correct. OK. Thank you. Merci, Jack. Sandra? Oui, rebonjour. Merci en tout cas de nous avoir invités, de nous avoir donné cette tribune-là, parce que je pense que c'est important, parce que moi, je crois sincèrement que les journaux communautaires ont un statut particulier par rapport à d'autres organismes communautaires. C'est sûr que quand j'entendais les organismes en sécurité alimentaire, c'est sûr qu'on n'est pas au même point. Mais c'est ça, nous, le journal Ici Brompton, on existe, on est dans notre 8e année.
On a commencé, nous, une version en ligne parce qu'on avait 0 budget. Donc, en ligne, moi, j'ai trouvé un site que c'était gratuit pour à peu près 1 an et demi. Ensuite, on a sorti notre format imprimé, mais c'est en version magazine. Depuis 1 an, puis on était distribué, c'est ça, on avait notre version en ligne, puis c'était 500 copies gratuites distribuées dans les commerces locaux. L'année passée, le conseil d'administration, on est passé vraiment à une grosse étape. On est devenu en format tabloïd, là, format journal, distribué par la poste à 3200 copies à tous les ménages de Brompton. On a fait un pari, en fait, parce que là, nos frais augmentaient énormément. Donc, on a fait le pari que ça nous reviendrait, ça aurait des retombées positives, puis c'est ce qui est arrivé. On a eu plus de revenus, on n'a pas les chiffres encore, mais un peu plus de revenus publicitaires. Donc, c'est ça. Ensuite, je vous dirais que nous, c'est ça, c'est que les organismes du milieu de notre communauté de Brompton, c'est beaucoup la matière première du contenu du journal et même parfois des organismes en dehors de Brompton, là, dans la ville de Sherbrooke ou alentour. Nous, ce qu'on demande, c'est que en échange d'un membership de 50 $ par année, si les organismes sont capables, on ne l'oblige pas, d'être membre, nous, on publie tout ce qui est désiré, même des publicités. Fait que nous, c'est ce qu'on demande. C'est comme un échange, une espèce de financement solidaire, si on veut, là. Nous, on est publié 1 fois par mois, 10 fois par année. On ne publie pas l'été. Et nos 2 enjeux principaux, je dirais premièrement, c'est ce que on se connaît, là, on s'est vu à notre congrès on a une association des médias écrits communautaires du Québec, l'AMEC. Rappelle-moi ton prénom. Janine. Janine. Bon, Janine, ce que tu disais, c'est ça. Ça prend quelqu'un parce que ça, c'est beaucoup bénévole. Tu sais, nous, on a commencé pendant de nombreuses années bénévole. On a commencé à être capable de payer à peu près 2 ans notre infographiste. Ça veut dire que toutes ces années-là, pendant 5 ans, elle a fait ça bénévolement. Il fallait y croire. Puis moi, comme rédactrice en chef, je suis payée depuis 1 an et demi à peu près. Je voulais que l'infographiste soit payée avant moi. Fait que aussi, il faut y croire. Mais c'est ça, c'est que l'enjeu, c'est les ressources humaines, être capable de payer 1 ou 2 salaires, en tout cas, parce que sinon, les médias communautaires, les journaux, ils vont disparaître, là. Puis mettons, pour toi, là, tu dis que tu commencé à être payé depuis 1 an et demi. Oui. Mais tu mettais combien de temps, mettons, par semaine sur ton bébé là-dessus, là? Oui, bien. Bénévolement au début? Oui, c'est ça, je dirais une 30aine d'heures, certains, là, par semaine. Donc, en même temps, on comprend que tu travailles ailleurs parce qu'il faut bien gagner sa vie en même temps que faire. Puis là, c'est sûr que là, je ne suis pas payée. En principe, je ne suis pas capable de vivre avec mon salaire là, du journal. Mais là, ça, c'est moi. Mais moi, je ne suis pas éternelle. Il n'y a personne qui est éternel, puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre ma relève au salaire que je gagne? Je ne penserais pas. Donc, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui sont bien généreux, là. Mais c'est ça. Donc, pour assurer la pérennité, je dirais les salaires. Et le deuxième enjeu, que je travaille depuis 2 ans, puis ça n'a pas porté fruit encore, mais je ne lâche pas, c'est d'avoir un local. Parce que un journal communautaire, c'est pas
par exemple, même chose qu'un organisme, je vais donner l'exemple, là, mettons le Cercle des Fêtes. Ben, peut-être pas ça, non, mais je sais pas, moi, tu sais, quelqu'un qui a besoin d'un local pour faire des réunions. Tu sais, on fait notre réunion, tout le monde s'en va. Nous, on a besoin d'avoir pignon sur rue. On a du matériel informatique, on a une petite équipe. Je pense qu'il faut être au cœur des communautés. Donc, ça, c'est. Mais on n'a pas l'argent, tu sais, pour ça, justement, tu sais, de payer un local. On sait comment c'est cher. Donc, c'est ça. Désolée. OK, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai posé plein de questions pendant que vous avez parlé, mais peut-être que Nancy, Jennifer, vous aimeriez. Pour l'instant, j'ai pris les notes de tous et chacun qu'est-ce qu'ils font, là. Fait que, tu sais, on a demandé les mêmes questions à tout le monde, donc Mais si tu as on des est là, questions mais, plus, là, tu sais. mais tu sais, le nombre, avez-vous une. Tu sais, là, vous dites que vous avez un salaire depuis peu, vous avez voulu payer la graphiste avant, OK, mais est-ce qu'il y a d'autres journaux qu'il y a aussi des salariés ou tout le monde, c'est des bénévoles? Tu sais, si on n'a pas fait la différence à travers les différents journaux, puis on comprend que tous les organismes communautaires, effectivement, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre, là, si on comprend ça. Fait que, mais juste par curiosité, est-ce qu'il y a des gens rémunérés dans chacun de vos journaux? Nous, ben, il y a moi qui est rémunéré 21 heures semaine, puis on rémunère la graphiste parce que l'argent qu'on reçoit du ministère de la Culture permet cette dépense-là, rémunérée comme des honoraires professionnels pour faire le graphisme. Fait que ça est rémunéré. Puis moi, 21 heures semaine, c'est plus que 21 heures de travail, mais en tout cas, rémunéré 21 heures semaine. Puis le local, ça, je trouvais ça intéressant que tu insistes un petit peu plus sur le local parce que c'est important pour être au cœur de la communauté, mais c'est important aussi au niveau, parce que si on regarde les gens qui offrent des services, par exemple, je ne sais pas, tout populaire ou autre, les bénévoles travaillent ensemble. Ça crée un sentiment d'appartenance à une équipe. Tandis que nous, nos bénévoles, ben, on essaie de les rencontrer, mais je veux dire que la plupart travaillent à partir de chez eux pour la correction de texte, l'écriture ou peu importe. Si on avait un local, ben, ça permettrait de rassembler ce monde-là, puis qu'ils viennent piquer une petite jazz une fois de temps en temps, puis qu'on les convoque à des petites rencontres informelles. Je pense que ce serait important pour ça aussi, pour consolider un petit peu l'équipe de bénévoles. Je vais juste poser une question, puis vous pourrez toutes répondre à tour de rôle quand vous allez parler, mais avez-vous, puis là, je ne veux pas dénigrer rien, mais avez-vous approché les centres communautaires? Tu sais, moi, j'arrive d'un centre communautaire, puis il y a une salle où ce que les bénévoles travaillent là, et il y aurait assurément une place pour un journal. Mais nous, on n'a pas de journal, fait que vous ne pouvez pas nécessairement aller à ce centre-là, mais il y a plusieurs centres communautaires dans chacun des milieux, puis, tu sais, ils sont là pour la communauté, ils ont des bénévoles, donc souvent, ils peuvent avoir des espaces pour eux, fait que, juste savoir. Non, moi, ça fait pas longtemps que je suis au journal, ça fait pas loin d'un an, mais quand même, ça fait presque 3 ans que quelqu'un qui est rémunéré, là. Ça a été surtout grâce aux publicités gouvernementales dans le cadre de la COVID qu'on a eu des sous pour payer, puis là, ça achève, là. C'est ça, ben, il n'y en a plus, en fait, du tout de publicité gouvernementale. Mais non, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'approche au niveau des centres communautaires, puis moi, je ne l'ai pas fait non plus, là. On a fait des approches à différents organismes vers les possibilités. Mais il y a très peu dans ce cas, en tout cas, il y a très peu de locaux vraiment disponibles là, pour qu'on puisse. Mais les centres communautaires, non, je n'ai pas approché. Sandra, puis après vous. Oui, pour répondre à votre question, nous, on a eu une offre, mais c'est ça que j'expliquais tantôt qui est notre particularité, c'est que nous devons avoir un local permanent. Mais dans un centre communautaire, ben, c'est normal aussi, ça le dit, c'est un centre communautaire. Tous les organismes doivent y avoir accès, donc il n'y avait pas de place pour avoir un local permanent, là. Nous, juste pour revenir un peu à ce qui a été dit tantôt, nous, c'est strictement des bénévoles qu'on a dans notre journal. Il n'y a personne de rémunéré. On a une directrice générale qui est retraitée et qui se permet d'avoir ce temps-là, mais on a une structure de bien établie depuis le temps que le journal existe. On essaie de mettre le moins de temps possible, puis on essaie d'avoir le plus de bénévoles possible qui mettent le moins de temps. Je donne un exemple. Au niveau du montage, on a à notre local 4 postes et un bénévole a une page à faire. Il y a une page à faire par mois. Fait que ça peut y prendre juste 1 heure, ça peut y prendre 2 heures, ça va être fini. Pendant ce temps-là, il échange. On a
des dates établies à chaque année qu'on veut recevoir les textes, que les textes sont lus, sont révisés, que le bénévole vient monter sa page. Ils aiment ça, les bénévoles, monter une page. Comme je vous dis, les bases sont faites, mais il y a juste à s'assurer que sa page est bien remplie. Ça va vraiment bien à ce niveau-là. Puis il n'y a pas de bénévole qui fait du surtemps dans le sens qu'on leur dit combien de temps ils vont mettre dans le journal, puis c'est le temps qu'ils mettent. Fait qu'il n'y a pas de boule qui dit OK, je m'inscris comme bénévole, puis après ça, au lieu de mettre 3 heures par mois, il y en met 8, il y en met 10, il y en met 20. On n'a pas cette problématique-là. On est membre aussi des médias communautaires. Le centre communautaire Richard Gingras nous permet d'avoir des salles gratuitement, mais pas tous les mois. Comme Madame dit aussi, si on voulait un local, ils nous l'ont offert, mais le problème, c'est qu'il faut tout serrer, puis remettre, puis fait qu'on a mis à avoir un endroit où on n'a pas besoin de serrer nos équipements, puis où on n'a pas peur de se faire voler non plus, parce que c'est quand même des postes informatiques. Mais on n'a pas de graphiste qui a à faire ça. La même chose, les publicités, on a beaucoup de revenus au niveau des publicités, puis le journal, comme il est distribué juste à notre communauté, on est capable d'avoir des publicités qui ne sont pas trop dispendieuses, qui fait en sorte que quelqu'un chez eux, juste une coiffeuse qui n'a pas un gros centre ou qui n'a pas une compagnie qui peut en faire partiel, peut se permettre de donner de l'information. Fait que c'est vraiment notre communauté qui est intégrée au journal. Puis, je faisais le roulement fonctionne très, très, très bien. Avez-vous des frais de location pour votre local? Oui. Oui. Okay. Maintenant, madame? Oui, moi, je voulais répondre à la question. Le Journal de rue a des employés. On a 3 employés à temps plein, 2 à temps partiel. On a aussi 2 contractuels et on peut accueillir jusqu'à 200 bénévoles par année qui peuvent participer soit à la rédaction ou peu importe tout ce qui touche le contenu puis la production du Journal de rue. Pour le local, je vous ai dit que le Journal de rue avait un local à la Chaudronnée de l'Estrie. Ça, c'est super parce que au niveau des frais, nous, on n'avait pas les moyens de continuer de louer un local au centre-ville de Sherbrooke. Mais là, on est en plein développement. Ça va quand même bien au journal. Puis le local, malgré que c'est un très grand local, c'est un local qui offre très peu de confidentialité. Je vous ai dit qu'on avait des personnes, on a des usagers qui viennent chercher de l'aide. On offre un service d'intervention sociale pour eux. Ça prend un local qui est très confidentiel, évidemment. Fait qu'on ne peut pas travailler tout le monde dans ce local-là. On fait beaucoup de télétravail. C'est certain que si on avait un local qui était plus adéquat avec des bureaux fermés, ce serait facilitant pour nous. Mais heureusement, comme on est un organisme admis à la ville de Sherbrooke, qu'on a des grosses réunions à tenir, on peut profiter d'une des villes, une des salles de la ville de Sherbrooke. Puis ça, c'est un bon moyen là, pour nous de tenir nos activités quand même. Juste pour comprendre, là, les employés ne sont pas étroitement reliés à la création du journal ou à la rédaction. Il y a des travailleurs sociaux dans ça, je suppose? Oui, dans le fond, il y a moi qui est à la direction générale. J'ai une personne qui s'occupe vraiment des partenariats, qui est plus au développement, donc partenariat avec les organismes, les entreprises pour vendre de la publicité, aller chercher des commanditaires. On a un intervenant social. En fait, un intervenant social et demi. L'autre moitié d'intervenant social s'occupe aussi de la production. Donc, la réception des textes, faire le lien entre les différentes personnes, soit entre moi, la réviseur et les bénévoles. Mais les bénévoles, on est 2 à s'en occuper. Là. Donc, l'intervenante sociale et moi, on s'occupe puis moi, je m'occupe beaucoup du journal aussi. Là. Quand je suis rentrée au journal il y a 10 ans, on était 2 personnes à temps partiel. Il y avait l'intervenance sociale qui faisait beaucoup d'interventions bénévoles parce qu'on avait le café de rue à ce moment-là. Et moi qui avais été engagée pour vraiment produire le journal de A à Z. Fait que j'ai longtemps été directrice, même intervenante sociale, infographiste, rédactrice. Fait qu'on faisait vraiment tout. Là. Moi, je faisais tout ce qui était administration et journal et lui s'occupait de nos usagers. Là, tranquillement, à force d'aller chercher des partenaires, parce que la population de Sherbrooke aime beaucoup son journal de rue, aime beaucoup les camelots. Fait que les gens se sont mis avec nous vraiment pour qu'on puisse avoir un minimum de financement là, pour arriver à fonctionner sans toujours faire 20 heures de bénévolat par semaine et faire des burn-out à répétition. Nancy, est-ce que tu avais d'autres questions? Jennifer? J'ai juste
Si tu n'étais pas là comme Ascot et Saint-Élie et Brampton, est-ce qu'il y a une autre façon de donner l'information, d'informer les citoyens? Et mon autre question, c'est quelle version qui est plus populaire, papier, en papier ou par Internet électronique? OK. Ben moi, je peux peut-être commencer. Si on n'était pas là, on le voit de moins en moins l'actualité, puis ce qui se passe, puis faire connaître les organismes communautaires. On ne voit pas ça dans les autres médias, même les médias régionaux couvrent surtout les grandes nouvelles régionales. Fait que si on n'était pas là, on voit qu'on a fait un sondage auprès de notre lectorat l'an dernier, puis on a vu que les gens tenaient beaucoup à leur journal, premièrement, mais beaucoup à leur journal papier aussi. Parce que c'est pas la même chose. Sur le web, on se perd dans une immense mer, là. Puis avant d'être connu, en plus, tu as beau mettre en place un site web avant qu'il soit assez connu. Puis de toute façon, c'est comme un peu éphémère. Les gens passent d'une nouvelle à l'autre. Tandis que le journal, bon, j'en ai apporté aussi, là, les 2-3 derniers numéros, ben, tu as tes images, tu as tes textes, des photos de visages familiers. En tout cas, je sais que notre lectorat tenait beaucoup, beaucoup à son journal. Ça sert quand même de lien entre les différents partie de la société, là, les organismes, la population. Puis nous, c'est ça, on vise beaucoup les jeunes maintenant, puis les communautés culturelles. Fait qu'en même temps, c'est comme une façon d'intégrer puis d'aider à la participation citoyenne aussi. Moi, je pense que c'est un outil pour ça aussi, un journal communautaire. Moi, je voudrais ajouter aussi que notre association, la MEC, il y a à peu près, je dirais, 4. Bon, avant la pandémie, avait mandaté une firme pour faire une étude justement sur le lectorat des journaux communautaires parce que les gros quotidiens, là, la presse, la tribune, tout ça, s'en allait tout vers les versions électroniques. Donc, on dit, ben nous, qu'est-ce qu'on fait? Bon, tout ça. Et là, ils nous ont présenté, je me rappelle très bien, ils nous avaient présenté les résultats de cette étude-là. Puis on était tombé en bas de notre chaise parce que contrairement aux grands quotidiens, les journaux, petits journaux communautaires, la version papier, le journal en papier est en hausse parce que c'est ça, les plus petites communautés sont attachées à leur copie papier. Puis, ils aiment aller au café du coin puis lire, bon, qu'est-ce qui se passe dans notre communauté. Le journal, nous, ça fait longtemps qu'il existe. Les gens veulent la version imprimée parce que la version imprimée, elle traîne dans la maison. Les gens la voient et on a tout le temps l'information de proximité. Je donne un exemple. Quand les scouts font une activité ou quand ils ont de l'information à donner, c'est la seule place qu'ils ont s'ils veulent être dans un imprimé. Sinon, ils se communiquent par courriel ou ils s'envoient. Tu sais, il n'y a pas d'autre façon vraiment autre que dans ce journal-là. Eux, ils aiment beaucoup avoir ça comme ça. La même chose, la FADOC, on a le Club des paysans. Ils mettent leurs activités. Chaque mois, les gens sont habitués de voir qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font ce mois-ci? Ça traîne. On a aussi une section rurale, un peu comme probablement à Brampton. C'est des fermiers ou c'est des gens qui ne vont pas tout le temps sur l'ordinateur. Ce média-là est là. On a un site en ligne, on n'a pas l'activité. C'est l'effort que ça demande aux gens ou le temps que ça demande pour aller voir, c'est bien différent d'avoir un document imprimé qui traîne. D'ailleurs, dans ce document-là, il y a toute l'information pour appeler les gens autour. On a, tu sais, là, ils peuvent appeler à l'église, l'école participe beaucoup. Et ça aussi, les gens sont contents. Ils ont des chances. Tu sais, à chaque mois, il y a une page fournie à l'école. Ça peut être une classe, ça peut être quelqu'un d'autre dans l'école qui veut communiquer de l'information. Il y a cet accès-là. Et les jeunes aiment ça, voir ça. C'est pour ça que nous, on tient beaucoup à garder cette proximité-là. Puis c'est pour ça aussi qu'on veut toujours envoyer par la poste. On a une bonne entente avec Poste Canada, mais ça reste un enjeu important. Puis je vous dis, même les gens qui sont immigrés aiment le journal parce qu'ils voient ce qui se passe dans ce petit coin-là. C'est pas général, tu sais, c'est vraiment notre communauté, là. Fait que c'est bien, bien apprécié.
Oui, mais oui, les gens aiment le papier, mais quand même, depuis 20 ans, la presse écrite au Québec, comme dans plusieurs pays, est en déclin. C'est pas pour rien qu'elle est en déclin, c'est parce que c'est plus payant d'imprimer un journal et de le vendre. Fait que, moi, mon inquiétude pour les journaux communautaires, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de bénévolat, tout ça, mais si on n'a pas le financement pour maintenir ces organismes-là, j'ai peur qu'on voit même plus de journaux communautaires imprimés, même si les gens l'apprécient beaucoup. Malheureusement, les coûts sont faramineux. On a vu nos factures d'impression augmenter en flèche dans les derniers mois, dans les dernières années. Ça coûte vraiment cher. Puis là, je vais bifurquer un peu de la question pour apporter un autre enjeu qui est la visibilité. Là, bon, vous avez tous entendu aux médias récemment que là, Meta empêchait les journaux de publier. Pour le journal de rue, c'est déjà fait. On ne peut plus rien publier sur notre contenu. Puis nous, ça, c'était notre gros point pour aller chercher de la visibilité aussi. Les gens des quartiers qui le reçoivent le connaissent peut-être, mais il y a beaucoup de monde beaucoup d'organismes puis de médias qui mériteraient d'être plus connus. Nous, on voulait vraiment beaucoup cette année faire connaître plus le journal de rue parce que même si ça fait 20 ans qu'il est vendu dans la rue, il y a encore des gens qui arrivent à Sherbrooke ou qui habitent à Sherbrooke depuis longtemps qui ne le connaissent pas. Nous, on s'était dit, on a maintenant notre site Internet qui est super beau, on va publier ça sur Facebook. Mais là, on ne peut plus publier sur Facebook. Fait qu'on a besoin d'aide pour aller chercher de la visibilité. Je ne sais pas si la Ville pourrait nous aider, là, tous les médias communautaires, pour faire connaître nos médias, pour faire connaître nos services aussi. Je pense que tout le monde vend de la publicité. Puis c'est le gros moyen de financement pour ces petits journaux-là, la vente de publicité. Est-ce qu'on ne pourrait pas informer les gens qui peuvent acheter de la publicité? Ça peut paraître super évident pour nous, mais les gens, ah oui, on peut acheter de la pub? Ben oui, vous pouvez acheter de la pub. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez devenir membre. Il y a plein de moyens d'encourager les médias communautaires. Puis c'est ça qu'il faut faire savoir à la population. Là, de ce que je comprends, si vous écrivez un article puis vous essayez de le mettre sur Facebook maintenant... Je ne peux plus rien publier sur ma page. La seule chose qui nous permet de montrer, c'est notre adresse, notre numéro de téléphone. Je ne peux même plus mettre une bannière sur ma page Facebook. Wow. Ouais. Je savais pour les gros médias, mais je pensais que... Ils sont rendus chez nous. Ah bon, OK, c'est ça. Moi, je n'ai pas remarqué encore. À date, là, ça passait, mais sûrement qu'on va passer dans le tordeur. Nous autres aussi. Nous, le Journal de Montréal était bloqué, puis on paraissait encore. Mais comme on a le mot journal, probablement qu'on a été ciblé en premier. Fait que, si vous ne l'êtes pas encore puis que vous avez le mot journal dans votre nom, je vous suggère de l'enlever. Ouais. Merci. Si vous appelez regard, là, c'est le regard, pas le journal. Là, nous, c'est l'info de Saint-Élie, mais on n'a pas encore vu. Qui peut être dans le descriptif aussi. Faut pas trop. Enlever les mots médias, journaux, c'est sur le mot communautaire. Okay. Ça peut aider peut-être à ce que l'algorithme de Facebook ne vous remarque pas. OK. Allez-y. I'll say something about the electronic version and the print. When we started 2 years ago, we did a study with McGill, and we wanted to find out, for example, how many people read this. And print was before we started to do electronic. 2.5 people read this. When we did the electronic, I think that's what I understand here, that people look at it quick. And it's a flash in the pen. Yeah. It's gone. I'm very disappointed with our electronic version. We spent a lot of money. Well, a lot of money. Yes, a lot of money. We needed a program. We needed the internet connection and a programmer, because to join electronically, you have to pay with us, which is $15 KPS, compared to $25 a year for this. But like the monsieur said over there, the Canadian postage is killing us. That's why we have to put our price up, because it's costing too much money in the mail. So I'm studying it now. We're working with Bishop's University right now, to see which is the best way, electronically or subscription wise. There's a class there, the business class is studying it. And we're going to find out what is the best. Me personally, I don't think electronically is the way to go. It was supposed to be the savior,
of the Le Tribune, the Gazette. See, Massport, it's not working. It's just not working. You got to charge a good amount, and we're all volunteers too. Took benefit. We'll all don't get paid a cent. So I'm just saying that's my experience. So. Jennifer? Yeah, I'm sorry, Jen, I should have voted out. Juste un point. Nous aussi, on a une version aussi électronique sur le web, mais c'est une version e-book. Donc, c'est exactement le journal, mais en flipbook qui est en ligne, parce qu'on a trouvé un moyen que ça prenne 2 heures ou 3 heures pour le transférer. C'est les anciens résidents de Saint-Élie qui vont souvent là, parce qu'ils savaient qu'on avait un journal et ils vont le voir en ligne. Nos résidents de Saint-Élie, pratiquement pas. On a une liste, on voit ce qui se passe, on a un Google Analytics, puis il n'y a pas vraiment de trafic localement, mais à l'extérieur, les gens qui ont connu le journal, ben, continuent d'aller le voir en ligne, mais c'est juste notre information locale. C'est pas ça qui est le gros, là. Le gros morceau, c'est pas l'Internet. Donc, il y a 2 ans, le Township Sun a fait une étude avec l'Université McGill et ils ont su qu'il y a 2,5 personnes qui lisent chaque édition en papier. Ils ont payé pour être capables d'avoir une version électronique parce qu'ils ont dépensé l'argent pour l'avoir comme l'Internet et un programmeur. La version électronique coûte 15 $ par année et en papier, c'est 25 $ par année. Mais pour l'envoyer ça par la poste, c'est très cher. Et c'est pour ça il faut augmenter les prix prochainement avec tous les autres prix qui montent tout le temps. D'autres choses? Est-ce que c'est OK? Ah oui. Oui, c'est ça. Ils sont en train de travailler avec une classe à l'Université Bishops pour décider si la version électronique ou papier est mieux. Donc, c'est probablement une classe des affaires. Il nous reste, on a déjà dépassé un petit peu le temps. Raïs, est-ce que tu voudrais rajouter peut-être quelque chose? Juste très rapidement pour dire justement que c'est ça. On le voit avec les pressions financières auxquelles tous les médias sont soumis. Je veux dire que ce soit les médias au niveau nationaux ou régionaux. Donc, le fait d'avoir des médias communautaires qui peuvent justement parler de la communauté directement d'un quartier, de mettre de l'avant non seulement ce qui s'y fait, mais aussi les actions positives et faire des appels à l'action, c'est très important. Fait que ce serait intéressant de voir comment on va travailler main dans la main pour continuer à développer les communautés et à travailler avec nos médias proches là. Mais merci de tout le beau travail que vous faites. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose pour Lennoxville? C'est juste parce qu'on n'a pas un journal comme ça à Lennoxville. Donc, les 3 élus de Lennoxville utilisent nos fonds de recherche pour publier La Lanterne. C'est une publication, c'est bilingue, c'est les organismes qui envoient les textes. Et c'est juste 3 par année, au mois de mai, au mois d'août et au mois de novembre ou décembre. Et on essaie d'informer les citoyens, les activités dans la ville. Donc, mais félicitations pour tout ton travail parce que c'est difficile d'informer les gens et comme avec tout le bénévole que tu fais et comme nous autres, on fait ça avec The Record. C'est The Record qui organise et publie La Lanterne et il livre ça par la poste aussi, mais c'est pas facile. Donc. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu. Je pense qu'avec tous vos témoignages que vous venez de nous faire, vous nous avez mis en lumière qu'en ce moment, nos médias communautaires ont besoin d'aide. Vous avez besoin de support, vous avez besoin d'aide au niveau d'un local, au niveau financier.
un appui aussi au niveau en tant qu'organisme, trouver des bénévoles, puis la pérennité de votre organisme aussi. Je pense qu'il y a lieu de peut-être travailler là-dessus là, pour essayer de faire un programme qui puisse mieux vous soutenir parce qu'on s'entend que vous êtes le lien dans votre communauté. C'est vous qui faites la promotion de vos organismes. Vous êtes la visibilité de vos organismes. Vous dites les activités qui se passent dans votre secteur. C'est vous les informations aux citoyens, ça passe par vous. Puis même nous, en tant qu'élus, on utilise souvent vos médias pour pouvoir passer nos messages. Je pense que c'est ça. Pour toutes ces raisons-là, vous êtes le lien communautaire, vous informez les citoyens, vous êtes une fenêtre pour les organismes, vous êtes au cœur de vos communautés. Je pense qu'il faudrait avoir un portrait de ce qui se fait ailleurs dans les autres municipalités pour pouvoir mieux soutenir nos médias communautaires. Ce serait important d'avoir un portrait pour voir comment nous, on pourrait mieux vous soutenir. Puis après ça, de faire un programme pour pouvoir vous aider un petit peu à l'image de ce qui se fait pour les maisons des jeunes. Eux aussi, ils ont un programme particulier parce que justement, ils offrent un service particulier aux jeunes. Ils sont ancrés dans la communauté, mais je pense que vous aussi, vous êtes essentiel. Puis, il faut vous soutenir. Fait que moi, je ferais une proposition, mais j'ai besoin d'un appuyeur pour qu'on puisse démarrer cette... Dans le fond, ma proposition, ce serait en premier lieu de faire le portrait de ce qui se fait ailleurs dans d'autres municipalités au niveau de l'aide apportée aux médias communautaires. Puis après ça, de faire un programme pour mieux soutenir nos médias communautaires. Je le sais, mais on peut quand même faire une proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur ou quelqu'un qui voudrait ajouter? Oui, je peux appuyer. Tu peux appuyer? Oui. Raïs aussi, Nancy? OK. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose dans ma proposition? Ou ça... Je vais commencer à faire le portrait de ce qui se fait ailleurs pour voir un comparable. C'est ça. Après ça, on reverra. Là. Je ne sais pas si ça vaudrait la peine de regarder, est-ce qu'on regarde ce qui se fait ailleurs juste en termes de médias communautaires, c'est-à-dire papier, les journaux, ou est-ce qu'on déborde un peu avec comme les médias comme télé ou radio, là, mais ce sera à voir, là, parce que je sais qu'il y a... VCA Félix qui est dans notre liste d'organismes admis. OK. Fait que ouais, mettons qu'on élargisse un peu la notion de communautaire, comme ça on a un peu la vision de ce qui se fait aussi bien du côté des journaux que du côté des autres médias. Okay. Juste par rapport à ça, je veux juste dire que j'ai pris l'initiative de référer à la commission Yvan-Noé Giroir puis Joël Deschaines pour qu'il y ait une communication qui sont le DG et le président du conseil d'administration de l'AMEC qui vont peut-être vous donner de bons renseignements. Dans le fond, je ne sais pas si tu as les coordonnées de l'AMEC. Ah, OK. Bon, mais je ne transférerai pas le courriel dans ce cas-là. Mais OK, oui. Dans le fond, de ce que tu dis, Raïs, peut-être qu'on pourrait parler des médias communautaires de proximité, mettons. Pas nécessairement admis, mais commerce communautaire. Commerce. Médias communautaires. Oui, commerce, oui. Médias communautaires. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Puis après ça. Donc, tout le monde est d'accord? C'est bon? Ben, merci beaucoup de vous être déplacés, de nous avoir exposé vos difficultés, vos enjeux, puis je suis vraiment contente de vous avoir rencontré aujourd'hui. Et c'est ce qui met fin à la rencontre, à moins que j'ai oublié un point, mais pour la rencontre publique, je pense que c'est ce qui met fin à la séance. La prochaine séance sera le 5 octobre prochain. Il y aura, entre autres, le dépôt du bilan de l'alcool dans les parcs de cet été. Donc, c'est un rendez-vous. Merci.